Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas. Alors, je me suis mis dans une situation d'enregistrement qu'on pourrait qualifier de semi-professionnelle. Vous aurez remarqué que j'ai quasiment un micro-cravate, en l'occurrence un micro-t-shirt. Puisque l'occasion est, j'ai envie de dire, d'importance, puisque je me déclare président, candidat à la présidence du Nouveau Monde. On va expliquer ce que c'est. Alors, naturellement, certains vont me dire, mais tu étais candidat à l'élection présidentielle française de 2022, que se passe-t-il? Écoutez, je me suis un peu lassé, je regarde un petit peu l'actualité, comme vous le savez, et bon, d'une part, il semblerait que les médias français ne se sont pas intéressés à ma candidature, il faut aussi faire preuve d'humilité sur ce point, hein. Donc je peux continuer à parler tout seul, ça n'intéresse pas grand monde, mais surtout, je me suis dit que le débat allait vraiment me fatiguer. J'ai regardé hier Jordan Bardella chez Bourdin, vous voyez. Alors, Jordan Bardella, non, je croise des gens, je suis en situation réelle, ce que je vais vous montrer un peu. Vous l'avez déjà vu, mais là je vais vous faire une visite complète de mon quartier jusqu'à la ferme urbaine, parce que ça préfigure le début d'une intuition du Nouveau Monde. Alors, oui, Jordan Bardella, Rassemblement National, alors beau gosse, hein, beau gosse, très bonne élocution. Je ne doute pas qu'il va devenir un petit peu l'idole de tous les Jordan, Kevin et autres Johnny. C'est peut-être pour ça qu'il a été placé là, qui sait. Les politiques ont plus d'un tour dans leur sac, méfiez-vous. Non mais voilà le débat en fait, donc je ne vais pas vous dire de quoi vous parlez en France, mais je pense que vous le savez. Ça m'a déjà fatigué. Et puis, dans la lignée quand même du début de mon projet présidentiel, qui en fait justement cherchait à s'élever un peu au-delà de la petite France franco-française, pardon, donc là je suis sur Saint-Pont. Alors il est un peu de bric et de brac ce pont, c'est-à-dire que ces éléments-là, vous voyez, c'est l'espèce de tôle, et c'est vrai que parfois on marche dessus, ça fait beaucoup de bruit. On est dans ce qu'on peut appeler un nouveau quartier, alors bien foutu, si ce n'est que sur certains aspects, là par exemple, sur ce pont, on n'est pas sur vraiment la notion que j'appelle de mes voeux de qualité. Vous voyez, on a déjà de la rouille, je ne sais pas si vous voyez bien, bref, c'est un peu cheap par moment. Mais regardez, hein, vous savez qu'on a donc on a un canal, c'est sympa, on a beaucoup de verdure, on a des immeubles donc en hauteur, hein, et on va aller un peu plus loin au fur et à mesure, parce qu'au bout, donc derrière cet immeuble là, voilà, qui d'ailleurs est l'immeuble où j'habite, il y a une ferme urbaine. Donc on est dans un quartier dense, si on considère la hauteur quand même de ces bâtiments, vous voyez là, il y a quelques milliers de personnes. On est dans un quartier connecté par transport en commun, et on est dans des quartiers où on commence à envisager la possibilité d'une production agricole. Certes, certainement tout à fait, anecdotique je pense aujourd'hui, mais nous allons poursuivre. Donc, est-ce que je me retire de la course à la présidentielle française 2022? La réponse est oui. Voilà, mais je ne voulais pas titrer là-dessus, ça aurait fait un petit peu un échec. En vérité, je franchis un palier. C'est que considérant que la présidentielle française, ça vole pas bien haut finalement, hein, c'est de la politique politicienne. Alors maintenant, oui, quand j'ai vu qu'il allait avoir Xavier Bertrand, là je me suis dit non, bon, écoutez, s'il faut se battre contre Marine Le Pen, Xavier Bertrand, Macron, Mélenchon, oh non, j'avais plus envie de jouer. Vous voyez, je suis désolé, hein, désolé de vous abandonner comme ça, mais en fait, je vais vous donner quelque chose de mieux, une perspective plus grande, une perspective plus intéressante. D'ailleurs, la seule qui vaille la peine, la perspective d'un monde durable. Alors, je regardais aussi hier Nicolas Hulot. C'est ça aussi qui m'a fait réactiver les trucs. Il était invité d'une émission où il était avec une illustratrice. Il vient de sortir un bouquin qui un peu illustre, hein, donc de manière illustrée, illustre le fait que l'homme est en train de tuer la planète, les animaux, etc. C'est un peu pour les enfants. Alors ça m'a fait un peu triste pour les enfants. Je juste le micro au t-shirt. Ça fera pas partie du Nouveau Monde, le tuning. Je prends pas ça, je suis désolé. Je sais pas encore comment on fera les contrôles à l'entrée, mais
Non, vraiment, ça, le tuning, je comprends pas trop. Hein, c'est juste de faire du bruit. Ça va pas plus vite. Hein. Bon, revenons donc, Nicolas Hulot. Je me suis dit, c'est triste, nos enfants. Moi, j'ai été élevé à base de Petit Chaperon Rouge ou Ulysse 31, on allait dans l'espace. Bref, j'ai pas été élevé dans la culpabilité de l'homme occidental qui fait tout très mal. En revanche, nos enfants, c'est vrai qu'ils grandissent là dans un discours écologique, mais globalement, ils grandissent dans une culpabilité. On leur dit, l'homme tue la planète. Alors oui, il faut trier tes déchets, tout ça, mais je pense qu'ils grandissent quand même dans un élément où on leur dit, ça part en couille, on va dans le mur, c'est pas bien, mais c'est pas avec les solutions... D'ailleurs, on leur donne pas vraiment de solution. D'ailleurs, personne n'en donne encore à ce jour, puisque il y a ceux qui disent, vous inquiétez pas, ne changez rien, les technologies vont nous sauver. Perso, j'y crois pas vraiment. Et puis il y a ceux qui prônent la sobriété, mais on sait toujours pas bien finalement. Déjà on n'y arrive pas, je pense que la sobriété, tant qu'elle ne sera pas contrainte. Donc oui, donc là on est un peu dans le shopping mall central du quartier. C'est-à-dire qu'au milieu de tous ces immeubles, vous voyez, assez nombreux, eh bien il y a un endroit où globalement chacun peut venir s'approvisionner. Ça manque. Non, oui, d'ailleurs, pardon, j'allais dire ça manque de produits frais, mais maintenant, même le week-end, il y a un peu un petit marché. Alors aujourd'hui, c'est des fringues, voilà. La semaine dernière, il y avait un marché de fruits et légumes. Sinon, c'est vrai qu'ici, on est encore sur quand même du plus 7-Eleven, supérette, avec beaucoup de plastique et tout ça. C'est un autre problème. Mais vous voyez, dans le principe, une forte concentration de population, dans un lieu où les gens peuvent globalement... Moi, je peux vivre en autarcie. Je peux ne pas sortir de mon quartier pendant 3 mois. Et ne manquer de rien. Alors, attention, les choses viennent de loin, etc. Mais voilà, au fur et à mesure, posons quelques idées, comme ça. Voilà. Sobriété, où les technologies vont nous sauver. Je ne vais pas vous refaire de long développement à un peu de musique, voilà, sur le fait qu'il n'y a pas vraiment de solution claire pour personne. Mais je vais vous poser les bases de mes réflexions sur un nouveau monde. En fait, j'ai en pause depuis un moment un roman de science-fiction qui pose déjà cette idée. Moi, je pense que on doit avoir un projet à l'échelle globale, en fait, à l'échelle du monde. Voilà, si le but, et c'est le but du nouveau monde, de dire que 7 ou 8 milliards d'êtres humains puissent vivre décemment, donc dans des conditions de confort, avec un toit sur la tête, à manger, accès à l'éducation, accès à une santé décente, accès à la culture. Si c'est ça l'objectif, il faut raisonner de manière globale. Voilà, moi, si je raisonne comme ça, je ne vais pas laisser sur le bord de la route les Africains, les Indiens, les Bangladeshois, Bangladéyo, Bangladeya. Vous vérifierez pour moi. Vous comprenez, moi en tout cas c'est la façon dont je raisonne. Si on raisonne là-dessus, on raisonne au niveau global. Et tous ceux d'ailleurs qui se fendent de discours écologiques, humanistes, etc. en ne parlant que de la France, sont dans le faux. Alors la clinique dentaire de luxe, maison imitation maison anglaise, c'est pas moi non plus qui l'ai fait ce quartier. Ce que je veux dire, c'est que là on arrive dans un côté plus de riche, il faut le dire. C'est-à-dire que là, il y a aussi une école internationale, voilà, qui coûte une blinde. Mais donc tout ça, c'est un quartier qui a été construit par un promoteur privé. C'est pas du tout, y compris le pont. Vous voyez. Donc il y a quelques années, 6 à 7 ans de ça, moi j'habitais dans un des immeubles de l'autre côté du canal, je voyais tout ça, c'était un terrain vague. Donc j'ai vu se construire un quartier entier, donc plusieurs milliers d'appartements, un petit centre commercial, une école internationale, une clinique dentaire. Là, privé et la blinde, mais les appartements en revanche ne sont pas du tout des trucs de riches. Là, vous avez des studios ça commence à 350 € par mois pour des petits 2 pièces dans des immeubles où il y a une piscine et tout ça. Donc c'est pas du tout un quartier de riches ici, c'est un quartier, il y a beaucoup de ce qu'on appellerait chez nous des primo-accédants, des jeunes couples taille qui travaillent, alors plutôt dans des bureaux, classe moyenne, bancoquoise. Voilà. Et pas mal d'étrangers comme moi qui apprécient un cadre relativement verdoyant, avec quasiment pas de trafic puisque les seules voitures qui passent sont les voitures des gens qui habitent dans le quartier. On est entre 2 gros axes de circulation mais qui sont pour le coup
de part et d'autre du quartier. Donc c'est vraiment un quartier qu'on pourrait qualifier quasiment de piéton. Voilà. Où effectivement on croise des personnes à pied, en vélo, mais très peu en voiture. Voilà. Après il y a des bus parce que ça c'est le shuttle, voilà, il y a des shuttles aussi. Hein. C'est des shuttles, des navettes qui emmènent au métro. Voilà. On est quand même dans quelque chose qui, je pense, pourrait quasiment, si on voulait faire du greenwashing, s'appeler un écoquartier. Donc là, je redérivais sur mon quartier logique globale. Et donc je vais vous dire à quoi ressemble la logique globale, parce qu'elle est assez précise dans ma tête. La mise en œuvre, forcément, le sera moins. L'idée est la suivante. Je pense qu'il faudrait concentrer la population mondiale. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, on est 7 milliards, on est dans le même bateau, on raisonne ensemble. Et donc, il faut arrêter, c'est là que je me dissocie en fait de la politique, etc. Je me mets plutôt dans une idée un peu dans le mode crypto-monnaie, vous voyez. C'est pour ceux qui suivent. Je pense qu'il va falloir que des citoyens, dont je me propose d'être le leader, mais il va me falloir quand même un sacré paquet de compétences, hein, disent voilà, nous, on réfléchit et on est pour faire un monde où les êtres humains, quelle que soit leur nationalité, leur origine, leur religion, tout ça c'est de l'histoire qu'on pourrait qualifier d'ancienne, vont se regrouper dans les zones géographiques les plus favorables, c'est-à-dire dans les zones où le climat est le plus, fait consommer le moins d'énergie. Moi je pense qu'il faut viser les zones, alors je pensais jusque-là les zones plutôt tropicales comme ici, où vous voyez on peut vivre toute l'année sans chauffage et où on pourrait vivre sans clim, on n'en mourrait pas. Alors le problème c'est qu'apparemment il se pourrait que dans 100 ans, ici on meurt de chaud, que le fait de sortir dans la rue soit létal. C'est un peu embêtant. Alors il faut réfléchir au positionnement, peut-être qu'il faut se mettre un tout petit peu plus au nord, vous voyez, genre la Méditerranée, vous voyez, les zones tempérées, ou en tout cas idéalement il faudrait qu'il gèle pas, voilà, il faudrait qu'on n'ait pas besoin de chauffage. Et il faudrait qu'on crève pas trop de chaud. Voilà. Il faudrait qu'il y ait de l'eau. Ok. Donc maintenant, vous identifiez ces zones déjà. Et ensuite, vous projetez de construire des villes, plutôt dans l'esprit qu'on a dit là. C'est-à-dire ce que je vois, c'est des villes verticales. Donc une concentration de population verticale. Avec globalement un maximum, enfin bref, je vais pas faire de l'urbanisme complètement détaillé maintenant, mais on arrive à la ferme en fait, là, vous allez voir, on arrive à la ferme urbaine du quartier, enfin là c'est un petit coffee shop, c'est sympa. Et en fait ce que j'imagine c'est qu'autour de ces densités de population fortes, et ben là vous faites des campagnes qui produisent avec en gros des fermes, de l'agriculture quoi, et de l'élevage. Parce que oui, mon monde n'est pas vegan, je suis désolé. Peut-être qu'on mangera moins de viande, mais on en mangera. Voilà, donc c'est ça. Shul Farm, voilà. Et donc, on va passer sous la tonnelle, un peu d'ombre. Oui, le nouveau monde ne sera pas vegan. Donc, des centres de population denses, verticaux, autour desquels s'organise une production agricole et, il le faut aussi sans doute industrielle. Des villes connectées entre elles par des transports en commun, donc un peu comme ici en fait, c'est pour ça que c'est assez inspirant. Ici il y a des quartiers qui poussent et puis un quartier est relié à l'autre par le métro. Voilà. Donc vous pouvez imaginer comme ça, et là je m'inspire, parce que je m'inspire aussi d'un livre qui s'appelle La troisième révolution industrielle, que j'avais pas lu en entier, mais qui dépeignait comme ça un monde de centres de vie comme ça, plus éclatés qu'aujourd'hui et interconnectés. Et là, il faut comprendre une chose, c'est que ce livre expliquait que le mode d'urbanisme aujourd'hui, il est issu de la Seconde Guerre mondiale et d'un monde où l'énergie est abondante et peu chère. Donc l'urbanisme où on fait en gros des banlieues pavillonnaires avec tout le monde qui a sa voiture, etc. Moi j'ai eu une autre réflexion, vous voyez, voilà, ça, on est dans la ferme là, vous voyez, c'est sympa, c'est vert, ah, on se sent pas, vous voyez, c'est sympa. Et il y a une piste de jogging là tout autour de cette ferme, où le soir je peux faire mes jogging. Bon, là il commence à faire chaud ici en Thaïlande, l'été arrive, donc là aujourd'hui il va faire 35.
Bon, mais hein, bon, on s'habitue aussi à la chaleur. Hein. Et puis on peut se mettre à l'ombre, vous voyez, voilà, à l'ombre des tonnelles ombragées, à l'ombre des tonnelles ombragées. Donc, il y a une autre chose, moi, sur le monde, je me suis fait une réflexion, c'est qu'il y a l'urbanisation moderne après la Seconde Guerre mondiale qui est liée à une énergie pas chère, mais avant cela, l'organisation des pays, tous les pays du monde, qu'ils soient grands, plus petits, qu'ils soient centralisés comme nous ou décentralisés en États, mais c'est pas grave, à ce moment-là, c'est comme aux États-Unis, des États, il y a des capitales. Et les capitales, c'est un centre politique, c'est une centralisation du pouvoir. Donc on est dans un monde, en fait, qui s'est organisé historiquement, alors depuis des millénaires, là, sur la notion de centralisation du pouvoir, donc une capitale ou des villes, des capitales régionales qui concentrent des richesses, qui amènent le plus de monde, le plus de services, le plus de nouveautés, tout ce que vous voulez. Et puis autour de ça, des campagnes, des périphéries. Et l'après-Seconde Guerre mondiale, autour de ces centres un peu historiques, politiques, on a étalé quoi. On a étalé du pavillon avec de la voiture. Bon. Il faut revoir tout ça. Donc moi, mon nouveau monde, c'est de dire, enfin en gros pour résumer, hein, on casse tout, on reconstruit. Mais on casse tout, c'est on laisse tout tomber là. Donc naturellement, vous n'allez pas pouvoir faire ça, ni avec Macron, ni avec Xi Jinping, ni avec Poutine, d'accord? Parce qu'eux, ils sont accrochés à leur petit pouvoir dans leur palais. Hein, ils sont encore ces gens qui sont dans ce centre politique et qui cherchent à y rester. Alors le truc, c'est que moi, je ne suis pas dans le côté révolution, où on coupe des têtes et où on prend aux riches. Non, je suis plutôt dans une évolution, on va dire, parce que le mot révolution, vraiment, j'aime pas trop. Une évolution, mais une évolution forte, il faudrait que je trouve un mot pour quelque chose un peu plus fort qu'évolution, mais qui n'est pas la notion révolution de je veux pas, c'est trop connoté pour moi. Mais quelque chose dans la logique des crypto-monnaies, c'est-à-dire des gens, les crypto-monnaies, quand on s'intéresse un peu, c'est fascinant. Il y a des mecs super smart, à mon avis super éthiques, qui bossent, des nerds quoi, qui bossent à faire un truc qui permettra peut-être, là moi je mine pour info sur un truc qui s'appelle Pi. Regardez Pi, voilà, ça risque rien, j'en ai 150 je crois là des Pi. Peut-être qu'un jour on pourra se payer mutuellement en Pi sans dépendre de la banque centrale. Alors vous allez me dire pourquoi Bitcoin? Bah oui, je pourrais aussi investir dans le Bitcoin. L'avantage de Pi là, c'est qu'on est au stade d'avant où en fait c'est gratos, c'est-à-dire que vous faites partie des pionniers, donc en fait vous participez à ce que ça devienne une crypto-monnaie. Donc peut-être que ça ne marchera pas, auquel cas vous aurez juste perdu du temps à cliquer une fois par jour sur un truc. Mais si ça marche, eh ben, vous serez en possession d'un certain pouvoir d'achat pour avoir été pionnier. Mais donc dans la notion de crypto-monnaie, l'idée du nouveau monde, c'est de dire on ne va pas attendre après les politiques, on va designer. Donc là il va falloir des architectes, des ingénieurs. Ah, il va falloir un peu de la capacité déjà pour même dessiner le truc, hein, mais c'est surtout des scientifiques là, hein, pour dire bah est-ce que, donc peu importe là on oublie, on considère que il n'y a pas d'obstacle politique. On considère qu'on peut, si on veut, aller s'installer en Grèce, en Turquie, au Maroc, en Amazonie, on s'en fout. La question c'est est-ce qu'avec les moyens technologiques dont on dispose, parce que c'est ça aussi, c'est le moment de faire un nouveau monde, c'est le moment. Vous auriez dit ça en 1945, les mecs ils avaient encore vaguement l'idée de où étaient un certain nombre de pays, etc. Mais aujourd'hui avec les GPS, avec l'intelligence artificielle, etc., je suis sûr qu'on est capable de dire ok, allons-y, c'est-à-dire que mon idée c'est peut-être c'est le moment de forcément construire, parce peut-être qu'il va falloir construire 7000 villes d'1 million d'habitants. 7000 fois 1000, 7000 fois 1 million, 7 milliards, vous voyez, 7000 villes d'1 million d'habitants. Partez ça en disant 1 million c'est bien, 1 million c'est un... Moi j'ai ce sentiment que les villes d'1 million, ça amène une espèce de masse critique d'un point de vue... bref, je ne développe pas, mais c'est peut-être l'idée. Et 7000, il faudrait voir à quoi ça donne. Si on disait, allez, on fait 7000 villes d'1 million, et on veut être dans les zones qui permettent de vivre avec le moins de dépenses d'énergie, c'est-à-dire le moins de chauffage possible, donc éviter de se retrouver dans les zones où il fait moins 10 l'hiver, ou même il fait 0, ou même il fait 5. Hein. Si on voulait faire ça, voilà, combien ça consommerait? Donc l'idée c'est, s'il fallait cracher un peu, là, cracher une dernière fois, vous voyez, de la pollution ou du CO2, ce que vous voulez, cracher une dernière fois, mais pour faire un truc clean, quoi. Pour faire un truc qui derrière va pas cracher, justement, un truc qui aura été bien pensé, avec les ordinateurs qui auront bien aidé à la conception. Vous voyez, c'est ça le nouveau monde. Et ça, c'est un projet tout à coup. On a un projet qui concerne l'humanité entière.
On a un projet où on peut faire bosser des ingénieurs chinois, indiens, français, allemands, voilà, un peu en mode crypto-monnaie. Et admettons qu'on l'a dessiné ce truc. On a dessiné les 7000 villes d'1 million d'habitants qui sont globalement dans les zones les plus tempérées, agréables. On a prouvé qu'on arriverait à alimenter en eau, en énergie ces endroits. Alors on aurait défini aussi que c'est des endroits où peut-être voilà, il n'y a plus un certain luxe, certaines habitudes de luxe complètement qui dilapident l'énergie de manière inutile, mais où il y a du confort, où il y a, je sais pas moi, des piscines, mais peut-être de toute façon on sera dans des zones où on aura fait attention de ne pas être trop loin de la mer, pas trop loin des rivières, pour que ce soit quand même sympa, parce que la nature c'est quand même vraiment sympa. Voilà, on pourra aller, c'est reprendre les meilleures idées. Vous voyez, j'étais à Oslo étudiant, on pouvait aller skier en métro, vous voyez, c'est cool ça. Peut-être qu'il y aura ça, on a dit pas de gel, mais on pourra peut-être aller skier avec un train depuis la ville la plus au nord du Nouveau Monde. Vous voyez, donc voilà, 7000 villes, 1 million d'habitants, c'est pour vous donner un point. Imaginez que ça se répartit comme ça, quelque part autour de la Méditerranée, un peu quelque part vers là où je suis, en Thaïlande, mais peut-être un peu plus au nord, qu'il ne fasse pas trop chaud. Voilà, quelque part le Mexique, vous voyez, voilà, ces pays où il ne fait pas froid, ces pays où on ne manque pas d'eau, ces pays où on réfléchira à designer des villes qui fonctionnent. Et donc imaginez qu'on a dessiné ça, voilà, imaginez qu'on ait une communauté comme ça, qui a dessiné ça avec, vous voyez, des imageries 3D d'architectes, etc. Imaginez qu'on ait des millions à dire c'est ça qu'il faut faire. Imaginez qu'on ait peut-être demain des dizaines de millions, des centaines de millions. Imaginez qu'on fait des manifestations pour aller se donner un point de rendez-vous, je sais pas, dans le Sahara, un truc comme ça, parce qu'on va peut-être pas nous laisser manifester facilement, mais vous voyez, voilà. Donc voilà, j'ai posé les bases de ma candidature au Nouveau Monde. Je vais finir mon petit tour de ferme, faire quelques longueurs de piscine et me remettre à mon roman autobiographique. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas.